je voudrais tout d'abord, quant à moi, alors peut-être pas dépayser, mais repayser au contraire, en sociologue ou théoricien du contemporain, cette question de la représentation, en reprenant d'abord très rapidement l'essentiel des propos de Roger Chartier tels que je les ai compris. Donc vous distinguez à partir des sens linguistiques de la représentation tels qu'ils apparaissent dans les dictionnaires modernes, une polarité entre d'un côté rendre présent l'absent, sans qu'il y ait une présence réelle de celui-ci, ce qui va être appelé par Marin et vous à sa suite la représentation transitive, et puis le fait d'exhiber une présence réelle, la dimension réflexive de la représentation, les deux dimensions pouvant être, le cas échéant, couplées, partie dans l'Eucharistie, dans Louis XIV, se présentant ou se représentant comme représentant quelque chose, et qui sont analytiquement distinctes. Et à partir de là, vous y aurez une sorte de trilogie, avec d'un côté la représentation en tant qu'elle renvoie à des chaînes de perception et d'évaluation, la représentation en tant qu'elle est monstration, qu'elle fait reconnaître une identité sociale ou un pouvoir, et puis la représentation politique, le fait que des représentants soient tout à la fois des personnages qui présentifient et qui incarnent de manière visible une catégorie sociale, une identité, un pouvoir. Vous articulez ces trois sens pour comprendre l'importance fondamentale des luttes de représentation, des luttes symboliques pour la domination symbolique, qui sont tout aussi réelles que les luttes matérielles, et puis vous concluez sur ce plaidoyer pour une histoire des représentations. Je laisserai ce dernier point et je me centrerai sur, d'un côté, la question de la trilogie et de l'autre côté, sur la question de la représentation politique. Et pour commencer, je voudrais présenter la façon dont l'histoire conceptuelle allemande, dans la lignée de Koselleck, a tenté, sur la longue durée, de présenter une version un petit peu différente du concept de représentation, différente à la fois parce que c'est sur la longue durée, mais aussi parce que c'est venu par des juristes, notamment des juristes médiévaux, Podlej d'un côté, et puis surtout Hoffmann, dont l'ouvrage majeur, malheureusement, n'est pas disponible ni en anglais ni en français. Hoffmann distingue trois ensembles structurels de sens pour le terme de représentation, qui ont chacun connu des multiples nuances et variantes, qui ont interagi les uns avec les autres, mais qui ont chacun une spécificité et une généalogie irréductible. Le premier sens, le plus ancien, dit-il, c'est celui d'une dialectique de l'original et de l'image, en allemand Urbild, Abbild, avec un double sens possible, proche de celui que vous mettez en lumière à la suite de Marin, de présentification de l'absent d'un côté, de monstration d'une présence de l'autre. Hoffmann renvoie d'ailleurs ce sens de représentation intransitive à des origines romaines. On le trouve par exemple chez Tertullien au IIe siècle, fin du IIe, début du IIIe, dans les constitutions de l'empereur Justinien au début du VIe siècle, ou encore plus tard chez Thomas d'Aquin au XIIIe. Et dans la renaissance médiévale de ce sens-là de la représentation, l'Eucharistie est également présentée comme jouant un rôle pivot. Le deuxième sens de représentation est assez différent. Il renvoie à la capacité de représenter quelqu'un d'autre, en particulier de représenter juridiquement quelqu'un d'autre, ce qui en allemand se rend par un terme particulier, le plus fréquemment, celui de Vertretung, qui n'est pas représentation, même si le terme latinisé peut être utilisé aujourd'hui à la place de la Vertretung. Cela se constitue certes avec des références à l'Eucharistie, mais aussi très fortement à travers le droit, avec la notion d'une unité juridique fictive entre deux personnes ayant une personnalité juridique, le représentant et le représenté, et cela est notamment thématisé par des personnes comme Bartholus au XIVe ou Baldus un peu plus tard. Le concept clé dans cette perspective-là, c'est la persona
c'est la notion de persona liquis representare, représenter quelqu'un d'autre. C'est dérivé de la notion de personne. Ce n'est pas forcément lié à l'autorisation. On a encore cette notion-là quand on parle de représentant légal d'un mineur, par exemple. Mais très rapidement, aujourd'hui en tout cas, cela prend le sens du mandat donné à. Et on peut, si on présentifie le terme aujourd'hui en théorie politique, parler de la représentation mandat. Le troisième sens est encore différent. C'est celui d'une représentation identité, representatio identitatis, qui, en allemand, est souvent évoqué dans la théorie politique, en particulier à partir du XIXe siècle et de la République de Weimar, avec le vocable de représentation, qui est réservé à ce troisième sens, par exemple chez Carl Schmitt, qui est thématisé notamment par Marcille de Padoue au XIIIe siècle et par Jean de Ségovie au XIVe, qui sert peut aussi avoir des racines dans l'Eucharistie, mais qui vient d'abord et avant tout du droit des corporations. Sans épuiser le terme, deux notions centrales permettent de comprendre ce troisième sens de la représentation. La première notion, c'est celle de la pars pro toto, de la partie pour le tout, figure littéraire que l'on retrouve encore aujourd'hui quand on parle de tête de bétail, on parle de tête pour parler du bétail dans son ensemble. Évidemment, ce n'est pas n'importe quelle tête qui peut représenter le tout, et toute une partie des débats à la fois juridiques et politiques sur la façon de désigner les représentants des corporations est une discussion pour trouver quelle est la bonne manière de désigner la partie qui va pouvoir représenter le tout. La deuxième notion clé de cette représentation identité, c'est celle de l'incarnation. Pour la comprendre, on peut citer un auteur contemporain de nous, ou en tout cas du XXe siècle, Alfred Döblin, qui dans son ouvrage sur la Révolution allemande de novembre 18 fait parler un officier allemand conservateur qui s'écrit juste après la guerre, je cite Döblin, « Les gens veulent voter pour obtenir une représentation nationale. Il n'y a pas de meilleure représentation du peuple allemand que l'officier. Nous représentons le peuple allemand non avec des convictions feintes et une grande gueule, mais avec toute notre existence, avec notre corps et notre âme. Pour qui ces singes vont-ils voter? Toujours pour celui qui les baratinera le mieux. D'où ma conclusion, avec ces élections, on fruste le peuple allemand de la démocratie à laquelle il a un droit naturel. » Cette troisième version de la représentation n'a rien à voir avec l'idée d'une communauté qui donnerait mandat à quelqu'un pour la représenter, pour agir en son nom. Il ne s'agit pas d'un transfert de volonté, il s'agit de l'incarnation d'une multiplicité. Dans une large mesure, la communauté représentée n'a pas de voix distincte, n'a pas d'existence légale, n'a pas d'existence tout court, distincte de celle de ses représentants, et ceux-ci agissent moins pour la communauté que comme la communauté pourrait agir. Alors, comment lier cette trilogie avec celle que vous avez présentée? Dans le premier sens dégagé par Hoffmann, celui de la dialectique originale-image, il me semble qu'il est assez facilement mis en écho avec votre dichotomie rendre présent l'absent et exhiber une présence réelle, dans la mesure où d'ailleurs ces dimensions sont nommées par Hoffmann sans être fortement thématisées. Donc votre dualité complexifie ou disons, donne une valeur analytique beaucoup plus forte à des termes sur lesquels Hoffmann passe beaucoup plus rapidement. On peut d'ailleurs noter, ce qui est intéressant, que les deux termes utilisés en allemand courant pour rendre compte de cette représentation d'un côté et le premier terme que le schème de perception et d'évaluation, et puis la monstration, le fait de faire reconnaître une identité sociale ou un pouvoir, la polarité en allemand, même si les termes ne sont pas fixés de façon systématique, c'est d'un côté la Vorstellung et de l'autre côté la Darstellung, donc avec deux termes distincts, et donc on pourrait jouer avec eux. Au-delà, je voudrais cependant défendre la thèse suivante. Sans s'y superposer complètement, votre dichotomie entre représentation transitive et représentation intransitive, entre rendre présent l'absent et exhiber une présence réelle, éclaire la dichotomie d'Hoffmann entre la représentation comme mandat, comme Vertretung, et la représentation comme identité.
La représentation mandat est clairement transitive. La représentation comme identité n'est pas totalement intransitive. Il y a bien quelque chose qui est représenté, mais comme il y a une identité entre le représentant et le représenté, il ne s'agit pas d'une transitivité du même ordre. Il faut, suite à cela, rappeler que cette double dimension de la représentation comme présence symbolique, ou uniquement symbolique, ou comme présence également réelle, se joue dès l'Eucharistie. Pour Hoffmann, il y a par exemple une tension entre d'un côté la notion de persona representata, qui va aller plus vers la représentation mandat, tretum, et puis le corpus mysticum, qui va par contre avoir des filiations avec la représentation identité. Mais, me semble-t-il, le fait de mettre l'accent sur ces deux variantes de la représentation, qui deviendra plus tard une représentation politique, la représentation Vertretung, le mandat d'un côté, la représentation identité de l'autre, et de mettre l'accent sur une tension qui peut-être apparaît moins fortement chez Marin, par exemple. Après tout, ce dualisme entre l'absent rendu présent et la présence réelle a débouché sur des controverses théologiques extrêmement virulentes, dès le moment d'ailleurs où le dogme de la transubstantiation est proclamé dès le XIIe siècle. Au final, elle va opposer très fortement protestants et catholiques. Elle avait auparavant été assez fortement également présente dans les controverses sur les icônes et les iconoclastes dans le monde byzantin.